La jeune fille le regarde avec d'énormes mots bleus et lui demande s'il veut la tuer. Voyant l'air perplexe du jeune homme, la jeune fille demande que ce soit indolore. Le jeune homme se tient respectueusement penché près du lit de la jeune fille et ne sait que répondre à ces paroles étranges. Le jeune homme murmure qu'en tant que fidèle serviteur de Dame Célina, il ne peut faire une telle chose. La jeune fille sait pertinemment que ce serviteur dévoué l'attaquera par magie à l'avenir. Célina demande au jeune homme d'abandonner la magie, car ce sera mieux pour lui. Mais le jeune homme ne comprend rien à ces paroles. Il y a quelques jours, cette jeune fille s'est réveillée dans un monde décrit dans le livre « La couronne de l'aube ». Erin trouvait le livre plutôt mauvais, mais sa sœur malade l'adorait, et Erin a dû le lui lire à voix haute plus d'une fois. Erin était une orpheline qui a été adoptée par un couple sans enfant, mais ils ont rapidement eu un enfant. Malheureusement, la jeune fille était née avec une maladie incurable et mortelle, et ses parents tenaient Erin pour responsable de tous ses malheurs. La jeune fille était mal nourrie, maltraitée et battue. La vie de l'aînée devait être entièrement consacrée à la cadette. Ce qu'Erin devait étudier, le travail qu'elle devait trouver, tout cela avait été décidé pour elle, pour le bien de sa sœur. Elle n'avait son mot à dire. Parfois, Erin se mettait à détester sa sœur. Mais lorsqu'elle la voyait allongée sur son lit d'hôpital, la haine disparaissait d'elle-même. La relation entre les sœurs était très compliquée. Elles se détestaient et dépendaient l'une de l'autre. Et puis un jour, la petite sœur quitta ce monde. Elle n'avait pas encore 12 ans. Erin n'était plus nécessaire, et ses parents adoptifs n'ont pas tardé à la mettre à la porte. Se retrouvant au bord de la route, la jeune fille perdit finalement tout désir de vivre. Erin escalada l'un des immeubles abandonnés et marcha jusqu'au bord du toit sous une pluie battante. La jeune fille est trop fatiguée et ne veut rien se rappeler. Elle n'a plus la force de prendre soin d'elle-même et elle ne veut plus lutter contre les difficultés. La seule chose qui restait en mémoire de la jeune fille, de sa sœur, était l'image d'une silhouette malade et complètement affaiblie. Erin ne comprend pas pourquoi elle ne se souvient que de cette image si sa sœur était tout ce pourquoi elle vivait. La jeune fille pleure et ne comprend pas pourquoi sa sœur n'a pas guéri, ne serait-ce qu'un instant. La jeune fille pense que plus rien n'a d'importance puisque c'est la fin. Elle fait un pas en avant et tombe du toit. En ouvrant les yeux, Erin ne comprend pas pourquoi la mort lui a procuré une telle sensation de bien-être. Elle a l'impression de renaître dans un nouveau monde. Pour une raison inconnue, il fait trop clair autour de moi et je perçois une sorte de mouvement indistinct. Soudain, une jeune fille apparaît à côté d'Erin et hurle à plein poumon que Lady Célina s'est réveillée. Des personnes apparaissent au chevet de la jeune fille et lui disent qu'elle, Célina, est tombée dans les escaliers il y a 4 jours et ne s'est réveillée que maintenant. Erin ne comprend pas où elle est, ni qui sont ces gens qui l'appellent par un autre nom. Tentant de poser une question, la jeune fille réalise avec horreur qu'elle ne peut pas parler. Seul un léger sifflement sort de sa gorge. Le médecin, visiblement nerveux, demande à tout le monde de se calmer. La dame est allongée depuis plusieurs jours sans se lever, ce qui explique probablement ses difficultés à parler. Soudain, la jeune fille se souvient clairement que le beau jeune homme est Aaron Howitt, le frère aîné de Célina. Elle se souvient des parents d'Erin et Célina, le duc et la duchesse de Howitt. Soudain, la jeune fille réalise qu'après s'être suicidée, elle n'est pas morte, mais s'est réveillée dans le corps de Célina Howitt. Livrée à elle-même, l'héroïne tente de comprendre tout ce qui se passe et où Célina est passée. Soudain, les servantes entrent dans la chambre de la jeune fille et, disposant habilement de nombreuses assiettes, annoncent qu'elles ont apporté le dîner à la maîtresse. La jeune fille ressent une faim terrible et se met à manger avec plaisir, se disant que les plats servis n'ont pas l'air très médicinaux. Quelques jours plus tard, la voix de la jeune fille est revenue et ses parents, qui lui rendent régulièrement visite, sont sincèrement heureux de la voir se rétablir. Erin a encore du mal à accepter ce qui se passe et trouve assez désagréable d'appeler des inconnus maman et papa. Soudain, la jeune fille demande au duc et à la duchesse où ils se trouvent et qui elle est. La femme affirme qu'ils sont le duc et la duchesse de Howitt, que le jeune homme est leur fils Aaron et que la jeune fille est leur fille Célina. Les parents demandent à Célina si elle se souvient de Lucas et de la Sainte Vierge Ariel.
La jeune fille répond qu'ils sont probablement leurs serviteurs. La jeune fille réalise qu'elle a lu des histoires sur tous ces gens dans un livre stupide que sa sœur aimait tant. Dans le livre, la principale méchante s'appelait effectivement Célina. D'après l'intrigue, le jeune homme du rêve étrange était le serviteur dévoué de la jeune fille. Le garçon était un orphelin sans abri, que la petite Célina avait ramené chez elle par pitié. Elle en fit ensuite son serviteur et l'utilisa comme esclave pour de nombreuses tâches. Le jeune homme n'était pas véritablement dévoué à elle. Évaluant la situation, il s'est simplement laissé porter par les événements, et finalement, il serait le premier à trahir l'héroïne et à tenter de la tuer. Ce même serviteur reste constamment auprès de la jeune fille, s'efforçant de lui plaire de toutes les manières possibles. La nouvelle Célina, connaissant l'intrigue du livre, a peur du jeune homme et lui demande de la laisser tranquille. Livrée à elle-même, la jeune fille évalue la situation. Elle n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue la duchesse Célina du livre. Célina, dans le livre, était une véritable méchante et une femme avide qui voulait tout ce qu'elle n'avait pas. La jeune fille désirait ardemment obtenir le duché qu'Aron était censé hériter. Célina n'avait pas le talent nécessaire pour satisfaire tous ses désirs. La jeune fille travaillait jour et nuit, mais cela n'a pas donné le résultat escompté. Aron, contrairement à sa sœur, était un élève exceptionnel. Et en tout le reste, son frère était également supérieur à Célina, ce qui ne faisait qu'accroître sa colère. La perfide Célina n'a pas tardé à passer à l'action. Aaron était amoureux de la belle et sainte Ariel, et les jeunes gens se préparaient au mariage. Le mariage renforcerait la position d'Aaron en tant qu'héritier. Aussi Célina créa-t-elle toutes sortes d'obstacles pour contrecarrer leurs plans. Les alliés d'Ariel découvrirent les plans insidieux de la méchante et finirent par l'emprisonner. Célina, n'ayant pas obtenu ce qu'elle voulait, elle sombra dans la folie et mourut à l'âge de 23 ans, en captivité et dans la solitude. Aaron est horrifié par le terrible sort qui l'attend dans le corps de Célina. La jeune fille sombre dans l'apathie. Il ne veut ni se battre, ni rien changer. Il vivra simplement jusqu'à sa mort. Erin ne comprend pas pourquoi Dieu l'a fait entrer dans le corps d'un personnage de livre au lieu de la mort. Elle décide que tout cela est trop compliqué et s'endort. Dans son rêve, Erin se souvient, comme si c'était réel, qu'elle n'a pas versé une larme à la mort de sa sœur. Dans les derniers instants avant sa mort, Célina regrette amèrement ce qu'elle a fait. Elle prie Dieu de l'aider, car elle ne veut pas mourir toute seule. Peut-être qu'à ce moment-là, quelque chose s'est produit qui a lié les âmes des deux jeunes filles par un fil invisible. Et au dernier moment de la vie de Célina, l'esprit d'Erin, qui avait décidé de mourir, lui apparaît. Erin est vraiment désolée pour Célina. Personne ne mérite une mort aussi terrible. Deux âmes solitaires sont désormais liées. Quand Célina était à bout de nerfs, elle suppliait désespérément quelqu'un de la défendre. La méchante voulait remonter le temps et avoir le temps, comme Erin, de se suicider avant d'être piégée seule. Et c'est pourquoi Erin vit maintenant dans son corps. Après cet étrange rêve, la nouvelle Célina décide de tout faire pour satisfaire le désir de l'ancienne propriétaire du corps. Pour cela, elle doit d'abord sortir du lit. Quoi que Célina décide de faire, elle est entourée de servantes de tous côtés, qui satisfont le moindre de ses désirs. Allongée dans le jardin, la jeune fille ne comprend pas pourquoi il y a tant de domestiques. Après avoir mangé à satiété, la jeune fille n'est plus aussi déterminée à tenir ses promesses. Profitant du beau temps, du chant des oiseaux et d'un délicieux repas, Célina commence peu à peu à s'endormir. Soudain, la jeune fille se réveille en sursaut à cause d'un bruit étrange provenant des environs. Décidée à aller voir ce qui se passe, Célina se ferait un chemin discrètement à travers les buissons, essayant de passer inaperçue. Sur la pelouse, ruisselant de sueur, un homme d'une beauté époustouflante s'entraîne au maniement de l'épée. L'homme manie son épée à plusieurs reprises, fendant l'air. Célina observe l'homme d'un air rêveur, décidant de ne pas révéler sa présence pour le moment. Soudain, la jeune fille remarque que ses longs cheveux sont emmêlés dans les branches d'un buisson. La duchesse fait de son mieux pour démêler ses cheveux, mais elle se rend compte désespérément qu'elle ne peut y arriver sans aide extérieure. L'homme entend soudain une voix féminine l'appeler derrière les buissons. Le héros, toujours prêt à affronter le danger, se mit en alerte, et ayant préparé son épée,
se dirigea vers la voie. Dans les buissons, l'homme aperçoit Célina allongée par terre, qui avoue gênée que c'est elle qui l'a appelée. Le héros domine la duchesse de toute sa hauteur et refuse de croire que ce qui se passe est réel. À ce moment-là, le serviteur de Célina est assis sur la terrasse du château et mange des sucreries, bien que, selon les ordres de ses parents, ils ne doivent pas laisser la jeune fille seule. Soudain, le jeune homme se demande pourquoi la dame a décidé de se débarrasser de lui et espère qu'il ne lui arrivera rien d'inattendu. L'homme s'incline devant la jeune fille et lui demande pardon de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis si longtemps. Célina, consciente de l'absurdité de la situation, demande à distance de l'aide pour démêler ses cheveux, qui sont trop fins. Soudain, l'homme se met à rire de façon incontrôlable, incapable de s'arrêter. Célina observe attentivement l'homme qui rit et réalise qu'elle le connaît. Cet homme est un cavalier d'élite de la famille Howitt, mais la jeune fille ne se souvient pas de son nom. Sachant ce qui était arrivé à Célina et voyant sa confusion, l'homme dit s'appeler Lucas. D'un geste habile et puissant, Sir Lucas détache les cheveux de la jeune fille des branches et la regarde. Célina n'a que 19 ans cette année, mais elle est déjà assez célèbre pour ses actes de malveillance. Tous les membres de la famille Howitt sont des gens bons et honnêtes, et seule la jeune fille recherche si intensément l'héritage. Bien qu'Aaron fût l'aînée et héritière de tout, la jeune fille insistait sur le fait qu'elle était la véritable héritière. Célina continua de courtiser la sainte Ariel, et si le mariage avait eu lieu, cela aurait garanti à Aaron le droit d'hériter du trône. Jusqu'à un certain point, cela ne posait pas de problème majeur. De nombreux autres ducs avaient entendu parler de la mauvaise conduite de Célina. Lucas sait lui aussi tout, mais tout le monde garde le silence car Ariel ne veut pas attirer l'attention des commères. De l'avis du chevalier, Célina est totalement inapte au rôle de duchesse. Lucas remarque que la jeune fille semble étonnamment calme aujourd'hui. L'homme pense qu'avant de perdre la mémoire, la duchesse aurait déjà hurlé et exigé que tous ces buissons soient réduits en cendres. Lucas regrette qu'il aurait mieux valu que Célina ne retrouve jamais la mémoire. La jeune fille examine attentivement le visage de l'homme et le remercie de son aide. Célina se souvient que, selon l'histoire, c'est Lucas qui est tombé amoureux d'Ariel. En hiver, pour le 19e anniversaire de Célina, Ariel attendait Aaron et tomba dans le piège du méchant, confronté à un froid terrible. Mais Lucas la sauva. Aaron a pris la défense de sa sœur, et Ariel a rompu leur fiançailles à cause de cela. Après quelque temps, elle est tombée amoureuse de Lucas, mais leurs sentiments ne se sont pas encore manifestés. La jeune fille pense qu'elle a encore le temps de réparer les choses et de changer l'attitude du chevalier envers Célina. La jeune fille se penche vers Lord Lucas et lui dit à voix basse que s'il l'apprécie, il pourrait très bien devenir ami. L'héroïne pense que si un cavalier honorable et distingué de la famille ducale vient la pleurer à ses funérailles, alors elle aura pleinement accompli sa mission. Maintenant, la jeune fille doit tout faire pour se lier d'amitié avec le Seigneur, et alors il viendra à ses funérailles. Après un instant de réflexion, le chevalier déclare qu'il est vraiment désolé, mais qu'ils ne peuvent pas devenir amis. Célina, réalisant que tous ses efforts sont vains, déclare tristement qu'il n'y a rien à faire. Alors qu'elle s'apprête à partir, la jeune fille se retourne et déclare qu'elle continuera à vouloir cela, quoi qu'il arrive. La petite Erin n'a jamais eu d'amis. Ses parents ne lui permettaient pas d'en avoir. La jeune fille devait consacrer tout son temps à s'occuper de sa sœur. On a toujours dit à Erin que si elle voulait avoir une maman et un papa, elle devait faire ce qu'ils lui disaient. Sinon, elle serait chassée de la famille. La jeune fille réalise avec tristesse qu'au fond d'elle, elle considère toujours ces personnes comme ses parents. Célina rentre chez elle et se demande comment elle a eu le courage de demander à Sir Lucas d'être son amie. Enfant, Erin jouait souvent en secret à des jeux vidéo, à l'insu de ses parents. Il y avait un jeu en particulier qui était populaire parmi les camarades de classe de la fille et dont elle parlait constamment. Erin n'y connaissait rien, mais elle commença à y jouer avec enthousiasme et se retrouva immédiatement face à un monstre puissant. Dès la première attaque du monstre, le personnage d'Erin a été tué. La jeune fille éteignit silencieusement l'ordinateur
et ne joua plus jamais à ce jeu. En montant vers la chapelle, Célina pense qu'elle éprouve maintenant un sentiment similaire, comme si elle s'était complètement détachée de tout. La jeune fille, désespérée, cède et demande pardon à la véritable Célina de ne pas avoir pu accéder à sa requête. Erin est certaine qu'elle ne parviendra pas à faire en sorte que les gens soient vraiment en deuil lors des funérailles de Célina. La jeune fille en déduit que dans sa vie antérieure, elle était incapable de faire quoi que ce soit, et que dans celle-ci, elle sera incapable de faire face à quoi que ce soit. La seule chose qu'Erin pouvait faire pour Célina, c'était mourir avant de se retrouver complètement seule. Perdue dans ses pensées désespérées, la jeune fille prend une décision et s'approche du précipice. La véritable Célina est membre de la famille ducale et, du moins pour l'instant, elle est choyée et aimée. Ces personnes ne l'ont pas encore abandonnée et pleureront sincèrement leur fille et sœur. Cette fois encore, la décision est très difficile, mais elle ne voit pas d'autre issue. Après être restée debout encore un petit moment, la jeune fille se décide et fait à nouveau le dernier pas dans l'abîme, choisissant la mort. Lord Lucas descend lentement le sentier, hanté par la pensée que quelque chose ne va manifestement pas avec la duchesse. Le chevalier suppose que des pertes de mémoire pourraient expliquer les changements de comportement de cette dernière, d'autant plus qu'elle n'a pas quitté sa chambre depuis plusieurs jours. Lucas est perplexe. Pourquoi la méchante Célina a-t-elle soudainement voulu devenir son amie? L'homme connaît bien le caractère de la jeune fille. Un tel comportement ne lui ressemble pas du tout, et elle a réagi à son refus avec un peu trop de légèreté. En passant devant un haut clocher, Lucas lève les yeux et remarque un mouvement étrange au-dessus de lui. Le chevalier poursuit son chemin, empli d'un mauvais pressentiment. Il lui semble qu'il lui manque quelque chose d'important. Soudain, Lucas réalise que Célina a l'air indifférente et sans vie, et qu'elle se dirige droit vers le clocher. L'homme se lève d'un bond et monte les escaliers aussi vite qu'il le peut, voyant Célina au bord du précipice, prête à faire son dernier pas. Lucas parvient miraculeusement à attraper la main de la jeune fille au tout dernier moment. De toutes ses forces, le chevalier tire Célina par la main et, la serrant fort contre lui, l'éloigne du bord du clocher. L'homme est tellement choqué par les agissements de Célina que, sentant sa proximité, il la lâche brusquement et elle tombe au sol. Célina regarde le seigneur d'un air indifférent et lui demande pourquoi il la suivait. Soudain, Lucas comprend clairement ce que Célina allait faire, et que s'il avait eu ne serait-ce qu'une minute de retard, elle ne serait plus en vie. L'homme s'agenouille et demande calmement à la jeune fille si elle a décidé de sauter parce qu'il a refusé son amitié. La jeune fille reste silencieuse, perdue dans ses pensées. Mais Lucas a besoin d'entendre la réponse. Célina, en regardant l'homme, pense que c'est vraiment un type bien. La jeune fille réalise que ses actes pourraient faire porter au chevalier une lourde responsabilité pour avoir contribué à son suicide. Se rendant compte qu'elle ne peut pas tout reprocher à cet homme, Célina affirme clairement qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Lucas lui demande, perplexe, pourquoi elle a décidé de sauter du toit dans ce cas-là. Célina comprend que Lucas ne la laissera pas tranquille si facilement, et qu'elle devra encore répondre de quelque chose. La jeune fille, évoquant des pertes de mémoire, demande s'ils étaient autrefois si proches qu'ils parlent maintenant de tels sujets. Célina explique que son envie de sauter du toit immédiatement après leur conversation n'est qu'un malentendu, et demande à l'homme de partir. Lucas, abasourdi par le comportement de la jeune fille, craint qu'elle ne recommence dès son départ. La jeune fille répond avec ironie que tenter de se suicider 2 fois dans la même journée, c'est trop même pour elle. Célina comprend parfaitement que décider de mettre fin à ses jours est la décision la plus difficile qu'une personne puisse prendre. Boitant visiblement, après sa chute inattendue au sol, la jeune fille s'approche des escaliers et réalise que la descente sera très difficile. Soudain, Lucas, remarquant le problème de la jeune fille, la prend dans ses bras, avec l'intention de l'aider au moins pour cela. Descendant les escaliers avec Célina dans les bras, l'homme demande à la jeune fille de ne plus jamais escalader ce clocher. Après avoir conduit la duchesse dans ses appartements, Lucas raconte à regret aux parents de la jeune fille ce qui s'est passé. Ces derniers sont tout simplement horrifiés. Soudain, le duc Hawat tombe malade et manque de tomber,
mais il est rattrapé à temps par Lucas et son fils. Le père, bouleversé, se prend le cœur, mais assure à ses garçons qu'il ira bien. Le duc s'approche du lit de Célina, désespéré que sa fille unique puisse franchir un tel pas. La servante de la duchesse se tient à la porte et écoute avec intérêt ce qui se passe. Le médecin demande à la jeune fille, qui vient de se réveiller, ce qui la tracasse. Constatant que Célina ne se plaint pas de sa santé physique, il lui demande doucement pourquoi la jeune fille a décidé de sauter du toit. Ne sachant comment expliquer au médecin la véritable raison de ses actes, la jeune fille répond simplement que tout cela est bien trop compliqué. Après avoir rendu visite aux parents inquiets de la jeune fille, le médecin a confirmé que la santé physique de celle-ci était en parfaite santé. L'homme poursuit en disant que la jeune fille a l'air inquiète et qu'elle a peut-être besoin de changer d'air. Évoquant l'état de santé de leur fille avec les ducs, le médecin explique que le stress et la fatigue ont eu un impact important sur la jeune fille. La jeune fille souffre de perte de mémoire et de détresse émotionnelle. Tout ce que les proches de Célina peuvent faire, c'est lui laisser le temps de se rétablir, et si possible, ne pas la laisser seule. Le duc Howitt se tourne vers Lucas et lui demande de veiller sur Célina. Le visage d'Aaron est livide. Il aime profondément sa sœur et est bouleversé par ce qui lui est arrivé. Aaron, tout comme son père, demande à Lucas de faire tout son possible pour assurer la sécurité de Célina. Le jeune homme se sent coupable et pense être en partie responsable de ce qui est arrivé à Célina. Lucas se souvient qu'à une époque, le duc et la duchesse traitaient le garçon, du même âge qu'Aaron, comme leur propre fils, et lui avaient offert une chambre dans le château. En regardant le jeune duc, Lucas pense qu'il est son frère juré, plus qu'un simple ami, et il sait donc combien sa sœur est chère à Aaron. Mais malgré les sentiments de son frère, Célina déteste véritablement le jeune homme. Lucas se sent responsable de la famille Duke, à laquelle il est devenu très attaché, et il se doit donc de les aider et d'être présent pour eux. La servante de Célina est toujours à proximité, ne laissant jamais la jeune fille seule. La jeune fille lui demande sans cesse de partir. Elle ne sait pas encore comment se comporter avec ce jeune homme. Mais le majordome explique que, sur ordre de ses parents, il lui est interdit de laisser la jeune fille seule. Célina se rend compte que ses actions d'hier n'ont fait que lui causer davantage de problèmes. La jeune fille a vraiment peur qu'Aiden la tue pendant son sommeil. Célina dit avec irritation que le jeune homme ne comprend visiblement pas le sens du mot « va-t'en ». La jeune fille remarque avec colère qu'Aiden doit avoir les jambes engourdies à force de rester debout et lui dit d'aller s'asseoir quelque part. Aiden, ne comprenant pas ce qui arrive à sa maîtresse, répond, craignant de ne pas être fatigué du tout. Célina explose, déclarant que, contrairement à lui, elle en a assez d'être constamment dévisagée. Se tournant vers le mur, Célina réalise que ce monde est terriblement ennuyeux. Il n'y a pas de livres intéressants, pas d'internet, et pour écouter de la musique, il faut faire venir un orchestre dans la pièce. Soudain, la jeune fille sembla reprendre des forces et décida que si tout le monde élaborait un plan pour la sauver, alors elle devait aussi élaborer un plan pour mourir. La mort ne devrait pas être quelque chose de pathétique, mais quelque chose qu'elle et la vraie Célina apprécieraient. Aiden regarde tristement la dame endormie, se demandant ce qui a bien pu se passer pour qu'elle change d'attitude si brusquement envers lui. Le lendemain matin, malgré le beau temps, Célina est de nouveau maussade et pense que la réalité qui l'entoure est terrible. La jeune fille remarque que, comme auparavant, Aiden est toujours assis sur la chaise près de son lit. Lucas se rend tous les jours dans la chambre de la jeune fille comme si c'était sa propre maison, ce qui irrite beaucoup la duchesse. Soudain, Célina se redresse dans son lit et annonce qu'elle veut sortir. Et les deux hommes annoncent aussitôt qu'ils l'accompagneront. La jeune fille traverse le parc, sentant derrière elle que ses accompagnateurs ne la quittent pas d'une semelle. Célina pensait que si elle restait silencieuse, tout le monde la laisserait tranquille. Mais 5 jours passèrent sans que rien ne change. Pendant ces 5 jours, les parents entraient chaque jour dans la chambre de leur fille et pleuraient. Soudain, Célina rencontre Aaron, qui était lui aussi sorti se promener. La jeune fille sait que son frère s'inquiète sincèrement pour elle, mais connaissant le caractère de la vraie Célina, elle préfère ne rien dire. Durant ces 5 jours, Aaron s'efforça d'éviter le regard de la jeune fille afin de ne pas la déranger. Soudain, Célina invite son frère à faire une promenade avec elle dans le jardin. Aaron, bien que surpris,
accepte avec joie. Célina se tourne vers ses compagnons et leur annonce qu'elle et son frère continueront ensemble. Voyant l'hésitation des hommes, Aaron dit qu'il s'occupera de sa sœur et qu'ils pourront retourner au château. La jeune fille demande à son frère comment il se sent car il a l'air fatigué. Aaron rassure Célina en lui disant qu'il va bien et lui demande si elle a retrouvé la mémoire. La sœur affirme que sa mémoire lui revient lentement. La jeune fille se souvient clairement de nombreux moments. S'arrêtant brusquement, Célina déclare se souvenir parfaitement de la haine qu'elle éprouvait pour son frère. À la surprise générale d'Aaron, Célina lui demande pardon pour les sentiments qu'elle éprouve pour son frère. Aaron est abasourdi, tellement confus qu'il est incapable de prononcer un mot. La jeune fille s'incline humblement devant le jeune homme et lui demande pardon pour toutes les mauvaises choses qu'elle lui a faites auparavant. Aaron admet honnêtement que tout cela est trop soudain pour lui. C'est tellement différent de Célina. Le jeune homme accepte les excuses de sa sœur et la remercie avec joie. Célina passe à autre chose et demande à son frère combien de temps Aiden et Lucas vont la suivre. Le frère répond honnêtement que, jusqu'à ce que la jeune fille soit complètement rétablie, elle devra supporter une telle attention. Célina annonce à Aaron qu'elle a une faveur inattendue à lui demander. Le duc et la duchesse de Howard sont choqués lorsqu'Aaron leur parle du désir de Célina de rencontrer la Sainte Vierge Ariel. Les parents doutent que ce soit une bonne idée après tout ce que Célina a fait, même malgré son amnésie. Mais le fils raconte avec quelle sincérité sa sœur s'est excusée auprès de lui et se dit confiant que tout ira bien. De plus, bien que partiellement seulement, la mémoire de Célina revient progressivement. Les parents finissent par accepter, mais demandent à Aaron d'être présent à la réunion. Dans la serre, Célina et la jeune Ariel boivent du thé dans une atmosphère paisible. Ariel Frankret, la Sainte Vierge de l'Empire et amante d'Aaron, ressemble véritablement à une héroïne dans la vie réelle. Célina remarque que son frère et la jeune fille s'accordent parfaitement. Ils ont même des visages similaires, c'est sans doute le destin. Au lieu de faire du frère un héros, l'auteur du roman fait tomber l'héroïne amoureuse de son meilleur ami. Pourquoi tout est-il si injuste? La jeune fille comprend que, compte tenu de son passé, les jeunes hommes sont très mal à l'aise en sa présence. Soudain, la duchesse se lève, s'incline et présente ses excuses du fond du cœur pour tous ces actes terribles. La demoiselle Ariel est tout simplement choquée que la duchesse s'incline devant elle et demande à la jeune fille de relever rapidement la tête. Célina promet qu'elle ne recommencera plus jamais une chose pareille, et elle bénit également le couple. La duchesse admet qu'après avoir frôlé la mort, elle a commencé à envisager la vie humaine d'une manière nouvelle. Ariel, déconcertée par les paroles de la jeune fille, regarde avec crainte son fiancé à l'air confiant et remercie Célina. À ce moment-là, au château, le maître d'hôtel demande avec compassion à Aiden s'il est malmené par la maîtresse. L'homme admet qu'après la tragédie et la perte de mémoire, Lady Célina semblait être devenue une personne différente. L'une des servantes est perplexe. Comment est-il possible que tant de choses aient changé alors qu'elle a simplement perdu la mémoire? Peut-être la maîtresse souffre-t-elle d'un trouble psychologique? Aiden se rend compte que cela pourrait très bien être le cas, car la dame se comporte de façon très étrange. Célina est allongée sur le lit et pense au fait que le mariage de son frère aura lieu très bientôt. Dans le roman, le couple se sépare sans jamais se marier, mais la jeune fille espère qu'après des excuses, l'intrigue changera et que le couple finira par se marier. Célina se souvient qu'après un thé et une conversation franche, les deux familles se sont mises d'accord sur une date pour le mariage. Lucas entre soudainement dans la pièce et demande avec enthousiasme si la duchesse souhaite vraiment passer une si belle journée au lit. La jeune fille répond avec sarcasme qu'elle est plus en sécurité au lit. Lucas fait remarquer que Célina devrait s'exposer plus souvent au soleil. Et la jeune fille rétorque que si elle ouvre les rideaux, elle peut prendre un bain de soleil au lit. Soudain, Sir Lucas explose et se met à hurler d'une voix inhumaine. Tout aussi soudainement, le seigneur se tait et lui demande calmement de lui pardonner son emportement. Il est sincèrement inquiet pour la santé de la duchesse. Célina se souvient du livre. Luas est un trompeur expérimenté. En public, il prétend être un gentleman bon enfant, mais en réalité, il est très calculateur. La jeune fille comprend que si elle ne se lève pas, ce spectacle ne prendra pas fin.
Elle en a déjà assez vu. Selina réalise avec horreur qu'à force de passer de longues journées au lit, ses jambes ne peuvent plus la soutenir. Mais elle ne peut pas demander de l'aide au Seigneur. La jeune fille appelle son serviteur et lui demande de l'aider. La duchesse se releva précipitamment sans attendre Aiden et tomba à terre. Aiden se précipite pour aider la dame, la soulève délicatement et lui demande si tout va bien. La jeune fille regarde le jeune homme et pense qu'il est lui aussi acteur. Elle ne croit pas à sa sincérité. La jeune fille fixe intensément le serviteur et lui demande soudain son nom. Selina a atteint son objectif. Le jeune homme se sent complètement désorienté et anxieux. La compagnie sort dans le jardin, les deux jeunes hommes soutenant soigneusement la jeune fille par les mains. Soudain, la duchesse réalise que les deux hommes qui marchent à côté d'elle sont incroyablement beaux. Lucas a les cheveux argentés, les yeux violets et des traits du visage parfaits. Il ressemble à Apollon. Les hommes du roman étaient décrits comme beaux, et maintenant la jeune fille pouvait le constater par elle-même. Aiden est un homme blond aux yeux verts, dont les cheveux sont si dorés que c'en est presque agaçant. Mais Selina avait remarqué qu'Aiden avait souvent l'air contrarié et morose ces derniers temps. En réalité, le serviteur pense tout ce temps que sa maîtresse a même oublié son nom. Tandis que le groupe flâne tranquillement dans le jardin, Sœur Lucas remarque que la duchesse a besoin de faire plus d'exercice. Aaron a un mariage qui approche et si la mariée arrive si pâle, cela risque de rendre les invités nerveux. Selina répond d'un ton indifférent qu'elle commencera à faire des promenades plus souvent. Le chevalier ne s'arrête pas là et déclare que la duchesse devrait manger assise à table et non allongée dans son lit. Selina retire brusquement sa main et dit à Lucas que son travail est terminé et qu'elle retournera bientôt dans sa chambre. La jeune fille conseille avec irritation à Lucas de mettre fin à sa prestation. Elle remarque tout et n'est pas du tout contente. Se retournant, Selina retourne dans sa chambre, bras dessus, bras dessous avec Aiden. Lucas pense avec un sourire que, depuis qu'elle a perdu la mémoire, la jeune fille a beaucoup changé et que son regard pénétrant est devenu encore plus aiguisé qu'avant. Le Seigneur se rend compte qu'il est tellement curieux de ce qui se passe que même si on ne le lui avait pas demandé, il aurait continué à suivre Selina. Assise dans la serre, en train de boire du thé, la duchesse se tourne vers sa servante. La jeune fille lui demande pourquoi il est si nerveux, qu'il n'arrive même pas à manger. Aiden, ignorant que toutes ses émotions se lisent sur son visage, tente de tout nier et de convaincre la dame qu'il va bien. Selina annonce calmement que désormais, elle décide de ne se promener et de ne manger qu'en compagnie du jeune homme, car les autres la dégoûtent. Le jeune homme est désemparé et déclare que, contrairement à Lord Lucas, il n'a pas la force de protéger la duchesse si quelque chose devait arriver. Selina affirme calmement qu'Aiden peut toujours utiliser la magie. La jeune fille voit tout clairement sur le visage du jeune homme et comprend qu'elle en a trop dit. Aiden fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Changeant de sujet, Selina tente un morceau de gâteau aux fraises au jeune homme et lui propose d'en manger, puisqu'il adore les sucreries. Le jeune homme, perplexe, demande à la jeune fille la permission de lui poser une question. Aiden demande comment la dame sait qu'il aime les sucreries si elle ne se souvient même pas de son nom. Selina répond calmement qu'elle a remarqué que les domestiques de la maison, auxquels Aiden tient tant, lui apportent des gâteaux à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Le livre racontait que le malheureux serviteur craignait d'être à nouveau jeté dehors, dans le froid, et qu'il s'accrochait de toutes ses forces à la maison des ducs. Chaque fois que la dame se moquait de lui, les serviteurs de la maison ducale le plaignaient. Le jeune homme a eu droit à des mets raffinés, servis aux tables des aristocrates. La jeune fille goûte un morceau de gâteau au chocolat et se fige soudain, le visage figé dans une expression étrange. Le jeune homme demande avec crainte à sa maîtresse ce qui se passe. Selina se souvient d'avoir goûté au gâteau une seule fois dans sa vie, lors d'une visite à sa sœur à l'hôpital, où elle avait partagé un morceau avec elle. La jeune fille a mangé le gâteau non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que sa sœur l'aimait. La jeune fille réalise avec tristesse que, tout au long de sa courte vie réelle, elle n'est jamais devenue elle-même, avec ses propres goûts et habitudes. Aiden est inquiet. Il demande sans cesse ce qui est arrivé à la dame. Elle est devenue si pâle. Soudain,
Selina dit à voix basse qu'elle déteste les gâteaux au chocolat. Le jeune homme se précipite aussitôt vers la dame pour lui prendre le gâteau qu'elle détestait. Le jeune homme rapproche silencieusement son morceau de gâteau aux fraises de la jeune fille et prend celui au chocolat. Le serviteur regarde sa maîtresse avec tristesse. Il ne comprend pas pourquoi son humeur change si souvent. Parfois, elle le regarde d'un air si étrange. Aiden pense que depuis que la dame s'est réveillée, c'était comme si elle avait quitté ce monde, ressemblant à un enfant en deuil. La duchesse, après avoir goûté le gâteau aux fraises, déclare que c'est la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. Aiden dit à voix basse que si sa maîtresse reçoit des gâteaux qu'elle ne veut pas manger, elle devrait l'appeler. Il sera heureux de l'aider. La bonne ouvre les rideaux, laissant entrer la lumière vive du soleil, et annonce à haute voix qu'il est temps pour la maîtresse de se réveiller. La jeune fille ouvre les yeux avec difficulté. Se lever à 6 heures du matin n'était pas prévu. Mais la bonne explique que c'est le jour du mariage d'Aaron et qu'ils ont très peu de temps. Selina, allongée dans son bain, pense paresseusement que se préparer ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Après plusieurs heures de procédure interminable, la duchesse réalise qu'elle s'est lourdement trompée sur ce point. Les jeunes mariés décidèrent de célébrer leur mariage non pas au palais impérial, mais dans les salles du domaine ducal, ce qui causa bien des soucis à tout le monde. Aiden, essoufflé, entre dans la pièce et annonce qu'il a apporté les bijoux oubliés. La duchesse est assise sur une chaise, sa robe entr'ouverte, et se prépare activement pour la cérémonie. Aiden regarde sa maîtresse et ne peut détourner le regard. La bonne court alors vers le domestique et lui annonce que les décorations ont été livrées juste à temps. En tant que serviteur de la maîtresse, Aiden s'était rendu plus d'une fois dans les appartements de celle-ci, mais il ne l'avait jamais vue se changer, ce qui embarrassait beaucoup le jeune homme. Selina est déjà épuisée, mais les servantes ne la laissent toujours pas tranquille et lui demandent de choisir une robe. La jeune fille, sans regarder, choisit celle qui se trouve tout à gauche. À présent, les servantes insistent pour choisir les chaussures. La duchesse choisit à nouveau celles qui sont le plus à gauche, sans regarder. C'est vraiment épuisant. La jeune fille ne s'est jamais habillée comme ça auparavant. Et bien sûr, elle ne sait pas comment choisir parmi toute cette abondance de vêtements. Finalement, la jeune fille se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas cette belle inconnue. Selina pense qu'elle ne s'habituera jamais au visage de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, son propre visage a complètement disparu de sa mémoire. Soudain, la jeune fille se demande quelle était l'expression habituelle de la véritable Selina. La jeune fille tente un sourire mystérieux, mais la grimace qui en résulte l'effraie elle-même. À en juger par les réactions des domestiques, il est inutile de faire des grimaces quand il y a autant de monde autour. Soudain, Lord Lucas apparaît dans la pièce, totalement silencieux et sans être remarqué. Selina fait remarquer avec déplaisir que, dans les maisons décentes, il est d'usage de frapper avant d'entrer. La duchesse se souvient que lors de leur dernière promenade, elle a essayé de faire comprendre à Lucas qu'elle n'avait pas besoin de lui pour l'accompagner au mariage. Mais le chevalier répondit obstinément que, malgré ses paroles et ses allusions, il voulait être avec elle. La jeune fille a dit qu'elle ne voulait pas de cela, mais on lui a répondu qu'elle n'avait pas le choix. Selina pense qu'au moins Lucas a cessé de faire semblant d'être un gentleman. Chaque fois qu'ils vont se promener, il surgit de nulle part et se comporte de manière intrusive et provocatrice. Finalement, la bonne déclare que la maîtresse est tout à fait prête à sortir. Selina se regarde dans le miroir. Il n'y a rien à redire. Son reflet est vraiment parfait. La jeune fille, satisfaite de son apparence, remercie sincèrement les domestiques pour leurs efforts. Les jeunes filles quittent les appartements de la duchesse, perplexes, discutant à voix basse du fait que c'est la première fois que la dame les complimente et les remercie. Selina demande sarcastiquement à Lucas pourquoi il est venu, puisqu'il est évident qu'elle ne sortira pas aujourd'hui. Le seigneur répond poliment qu'il vient sans prévenir et demande la permission d'accompagner la dame au mariage. Selina l'informe froidement qu'elle n'a pas besoin de Lucas pour l'accompagner. Elle allait demander à Aiden de le faire. Lucas affirme qu'Aiden n'est qu'un domestique et que si la maîtresse ne sort qu'avec lui, cela fera mauvaise impression auprès du public. Selina comprend avec colère ce que signifie l'inégalité sociale. Aiden est toujours laissé pour compte lors des promenades. Parfois, pendant les pauses,
le jeune homme se contente d'observer la scène par la fenêtre. Et parfois, il s'écarte même pour ne pas interférer et ne pas déranger les maîtres. Et cette fois, le jeune homme n'est pas non plus autorisé à se rendre là où se rassemblent les aristocrates. La jeune fille déclare avec colère qu'il est tout simplement inacceptable de traiter les personnes moins nobles comme des déchets. Soudain, Célina prend conscience du caractère embarrassant de la situation et, tentant de la rectifier, précise qu'elle ne parle pas de Lucas, mais des aristocrates. Sir Lucas répond que lui et la duchesse elle-même sont des aristocrates, au cas où elle l'aurait oublié. Célina déclare froidement que si Lucas a terminé ses affaires, il peut partir. La jeune fille explique qu'elle a encore des choses à faire avant le mariage et demande si, pour ne pas trop déranger le chevalier, il pourrait appeler Hayden. Lucas ouvre la porte et dit que ce n'est pas nécessaire, car Hayden était debout devant la porte depuis tout ce temps. Les paroles de la duchesse ont profondément touché Hayden. Enfant, il se souvenait très bien de ce que c'était que de se sentir comme un déchet. La gentillesse, la chaleur humaine et l'espoir pour les enfants des rues n'étaient que des mots sortis d'un conte de fées. La dame qui apparut devant le garçon ressemblait à un rayon de lumière. Cette année-là, l'hiver fut si rigoureux que de nombreux enfants moururent de froid. Serrant la main tendue, Hayden espérait pouvoir vivre encore un peu. Le vagabond espérait que cette belle jeune fille l'emmènerait dans un monde ressemblant à un conte de fées pour enfants. Mais l'illusion fut détruite en un instant. Le garçon était destiné à devenir le serviteur personnel de la maîtresse. En réalité, il ne faisait que servir de paratonnerre à sa colère. Lors de leur première rencontre, la jeune fille lui tendit la main avec une telle sincérité, puis commença à dire qu'il ne devait obéir qu'à elle. En grandissant, le jeune Aaron a toujours montré son meilleur côté en tant qu'héritier de la famille ducale. Célina, en proie à un sentiment d'envie, ne pouvait plus dissimuler sa cruauté. La jeune fille reprochait toujours à Hayden tous ses échecs, le traitant d'inutile. Folle de rage, Célina hurla qu'elle avait recueilli le garçon malgré tout et qu'il devait absolument lui être utile d'une manière ou d'une autre. Le garçon fit de son mieux. Il supplia la dame de lui dire quoi faire, et il était prêt à tout faire. Un jour, Célina ordonna à Hayden de découvrir quel manuel scolaire Aaron allait utiliser, de les voler et de les lui apporter, espérant que cela l'aiderait à mieux se présenter lors d'un dîner de famille. Hayden ne comprend vraiment pas comment il peut faire cela sans s'attirer les foudres de toute la famille ducale. La fille repousse le type de toutes ses forces et hurle qu'elle aurait mieux fait de ne pas ramasser cette salaude. La jeune fille continue de s'emporter, hurlant qu'Hayden n'est qu'un bon à rien, incapable même de servir du thé. C'était humiliant et insupportable pour le garçon de subir des insultes et des coups jour après jour. Mais Hayden savait que sans cette dame, il serait resté allongé au bord de la route, mort de froid. Le garçon se persuade d'être patient et se réjouit d'avoir un lit et que les vents d'hiver ne le toucheront pas. À 17 ans, le jeune homme réalisa soudain que sa vie actuelle n'était guère différente de l'époque où il mendiait dans la rue. Ce jour-là, on apprit que M. Aaron serait diplômé de l'académie en tant que meilleur élève, et la dame, dans un accès de colère, saccagea la pièce. Soudain, une grosse et lourde boîte à bijoux vole vers la tête d'Hayden. La boîte fracasse la tête du jeune homme, mais il ne remarque même pas tout de suite le sang qui coule sur son visage. Célina est horrifiée à la vue du sang. Hayden la convainc qu'il va bien, mais la dame ne se calme pas. Le jeune homme dit qu'il va envoyer quelqu'un d'autre et sort de la pièce en courant. Une fois dans sa chambre, Hayden réalise que quelque chose s'est brisé en lui. Il est envahi par un désir insatiable de tuer sa maîtresse. Le jeune homme était submergé par une rage insupportable pour toutes les humiliations qu'il avait subies pendant tant d'années. Soudain, la colère s'ajouta aux larmes d'Hayden, et pour la première fois de sa vie, il pleura. Le jeune homme éprouva un amer sentiment de trahison, même s'il comprenait à quel point c'était stupide. Soudain, une lueur magique apparut autour du serviteur. D'abord imperceptiblement, puis devenant de plus en plus brillante. Le jeune homme contemplait avec émerveillement la boule magique, qui obéissait au moindre mouvement de sa main. Hayden réalise que son cri désespéré venu du plus profond de son âme s'est soudainement transformé en magie. Le garçon se demande si, puisque le sang des magiciens coule dans ses veines, il devrait utiliser ce pouvoir contre sa maîtresse. Hayden se demande avec intérêt
Quelle sera la réaction de Célina en apprenant que son serviteur inutile possède des pouvoirs magiques? La raison l'emporte sur les émotions, et l'homme décide de garder secret pour le moment sa capacité à utiliser son don magique. Le jeune homme songe à se rendre à la tour du magicien, dans l'espoir d'y être accepté. Aiden pense que s'il agit de manière imprudente, il pourrait être expulsé de la maison ducale. Il décide donc d'agir avec pragmatisme. L'homme décide de dissimuler son pouvoir magique et de continuer à le subir, comme il l'avait fait jusqu'à présent. L'attitude de la dame s'est quelque peu adoucie après ce qui s'était passé, mais cela a laissé le jeune homme le cœur lourd. Aiden se souvient des paroles de Célina, qui lui a dit de ne pas traiter les gens comme des déchets. En observant la jeune fille, le garçon pense que même si elle a perdu la mémoire, il est tout simplement drôle d'entendre de tels propos de sa part. Elle doit avoir quelque chose en tête. Arrivée chez son frère, Célina se retrouve à nouveau à genoux devant lui, ce qui met Aaron mal à l'aise. La duchesse demande sincèrement pardon. Elle est certaine qu'elle devra expier tous ses péchés passés pendant longtemps. Célina décida d'arriver tôt pour féliciter son frère pour cet événement si important avant le début de la cérémonie. Aaron est ému aux larmes. Il aime sa sœur, et les changements qui se sont produits en elle résonnent profondément en lui. Aiden se demande ce que la dame a prévu. D'abord, elle est allée voir Dame Ariel, et maintenant, elle est venue voir son frère. Tandis qu'elle se dirige vers les appartements des ducs, Célina pense avec tristesse que leur amour et leur attention sincère sont destinés à la vraie Célina, et non à elle. Quel choc pour les parents d'apprendre que la jeune fille n'est pas leur fille, mais une inconnue qui a usurpé son corps. Célina frappe à la porte, pensant que, même si elle a très envie d'éviter cette réunion, elle doit remplir son devoir envers eux. La mère, qui a ouvert la porte, serre fort la petite fille dans ses bras. Elle est si heureuse que Célina leur ait enfin rendu visite. Le père est ravi que sa fille ait décidé de les féliciter avant la cérémonie. C'est le plus beau jour de leur vie. La jeune fille est très touchée par les gestes d'amitié et les paroles chaleureuses de salutation. Elle aurait tellement aimé recevoir tout cela dans sa vie antérieure. Célina se dit que ce couple ne veut pas la voir elle, mais leur fille. Et même si c'est la nouvelle vie de la petite, leur amour ne lui appartient pas. La fillette se jette dans les bras de sa mère et remercie sincèrement ses parents de prendre soin d'elle. La mère réalise avec tendresse qu'à la veille du mariage de son frère, sa plus jeune fille a enfin grandi, elle aussi. La jeune fille est émerveillée par la merveilleuse famille qu'elle rencontre et se demande avec perplexité ce qui manquait tant à Célina pour qu'elle ait tout gâché. En descendant le couloir, la duchesse se tourne vers Aiden et lui demande soudain si c'est vrai qu'elle l'a rencontré pour la première fois battu sur une route sombre. Aiden ne comprend pas vraiment le but de ces questions, mais il est heureux que la mémoire de la dame revienne. Soudain, Célina dit doucement qu'elle lui avait un jour jeté une boîte et que le jeune homme s'était mis à saigner. Prenant conscience de toutes les horreurs commises par son prédécesseur, la jeune fille réalise désespérément qu'elle n'a pas sa place ici. Célina se retourne brusquement et se précipite en avant. Aiden n'a pas le temps de dire un mot. Montant les escaliers en courant, la jeune fille se dit qu'elle ne veut pas s'accrocher à de vains espoirs dans un monde auquel elle ne s'habituera jamais. Aiden a essayé de rattraper la dame, mais il est arrivé trop tard dans l'escalier. Comprenant que Célina a décidé de tenter de mourir à nouveau, le jeune homme hurle pour essayer de l'arrêter. L'homme se précipite vers elle de toutes ses forces, essayant de lui attraper la main. Alors qu'elle tombe, Célina est surprise de constater que malgré les futures tentatives d'Aiden pour la tuer, il a maintenant l'air terriblement triste. La jeune fille s'est résignée à son sort, mais au lieu d'être frappée, elle éprouve une étrange sensation de flottement. Aiden, utilisant son pouvoir magique secret, empêche la jeune fille de tomber. Après avoir pris la duchesse dans ses bras, l'homme la dépose délicatement au sol. Le jeune homme veut demander à la dame si tout va bien, mais elle ne le laisse pas finir en se couvrant la bouche de la main. Célina demande, perplexe, pourquoi Aiden a décidé de la sauver. Soudain, des servantes surgissent de toutes parts et demandent avec horreur ce qui est arrivé à la maîtresse. Se tournant vers sa servante, Célina explique qu'elle a eu le vertige, mais qu'Aiden l'a rattrapée à temps. Dans sa chambre, la duchesse remarque que lorsque le jeune homme l'a sauvée, il a utilisé la magie. Au lieu de répondre, Aiden appelle les domestiques pour aider la maîtresse à se rafraîchir, et il s'enfuit.
Le jeune homme lui-même ne comprend pas pourquoi il a sauvé Célina, car elle a toujours vécu en cédant à ses caprices. La femme n'a fait que se moquer de lui et l'humilier. Mais il n'a jamais vraiment voulu la tuer. À un moment désespéré de sa vie, la jeune fille a tendu la main au garçon, et il ne pourra jamais l'oublier, quoi qu'il arrive. Aiden entre en courant dans la chambre de la maîtresse avec l'intention de lui confier toutes ses pensées. À ce moment-là, Lucas entre dans la pièce et annonce qu'il doit accompagner la dame car la cérémonie va commencer. Le seigneur remarque que les cheveux de Célina sont ébouriffés et dit à Aiden d'appeler les servantes. Lucas remarque avec suspicion qu'il se passe quelque chose entre le domestique et la maîtresse. Les invités continuent d'arriver. L'orchestre joue une musique merveilleuse et les tables sont chargées de nourriture. Lucas conduit Célina jusqu'à la table où la famille est assise et invite la duchesse à s'asseoir. Le maître d'hôtel annonce que les jeunes mariés vont maintenant se présenter devant les invités et les invite à les applaudir. Le beau Aaron et la sainte Vierge Ariel apparaissent devant le public et les invités les accueillent par de vifs applaudissements. Le jeune duc remarque sa sœur assise non loin de là et lui fait un signe de la main, tout content. Perdue dans ses tristes pensées, la jeune fille ne veut pas que son frère lui sourie, car elle n'est plus la même Célina, et elle partira bientôt de toute façon. Les trompettes retentissent, le champagne coule à flot, et la fête commence. Les invités doivent rester debout pendant une longue période durant la cérémonie. Et Lucas remarque que la duchesse a l'air fatiguée. Le seigneur, apercevant les jeunes filles qui s'approchent d'eux, remarque que Célina va bientôt partir et préfère disparaître. La jeune fille tourne la tête et aperçoit un groupe de jeunes filles qui s'approchent d'elle. Une des jeunes amies salue la duchesse avec joie et lui dit avec inquiétude qu'elle a entendu parler de sa mauvaise santé. Célina répond timidement que tout va bien maintenant et remercie pour votre sollicitude. La jeune fille est perplexe. Elle avait entendu dire que la duchesse avait perdu la mémoire, mais maintenant, c'est comme si elle avait une autre personne devant elle. Voyant Célina, visiblement confuse, la jeune fille lui rappelle qu'elle s'appelle Viviane Jonas et que leur maison est spécialisée dans la vente de vêtements. Soudain, les filles entendent un cri perçant et voient une jeune fille rayonnante et magnifique s'approcher d'elle. Célina se souvient qu'il s'agit de la fille des marquis. Dans le roman, c'était une méchante, le bras droit de Célina, et elle a joué un rôle important dans la formation du caractère de la jeune fille. La duchesse présente froidement ses excuses à Lady Mia Rachpel et déclare que sa mémoire ne lui est pas encore revenue. Mia affirme avec assurance que sa mémoire lui reviendra sans aucun doute, et que la jeune fille se souviendra qu'elles étaient meilleures amies. La jeune fille demande discrètement à Célina si elle a vraiment perdu la mémoire, ou si elle préparait quelque chose d'intéressant. La duchesse confie avec regret qu'apparemment, ils étaient très proches auparavant, mais qu'elle ne se souvient plus de rien et que cela la met mal à l'aise. Horrifiée, Mia lui demande de ne pas dire ça, car elles étaient comme des sœurs. La marquise est persuadée que Célina est mauvaise par nature, et que si elle crée les conditions propices, la jeune fille se souviendra de tout. La jeune fille regarde autour d'elle d'un air pensif et remarquant Aiden, lui fait signe de s'approcher. Un domestique s'approche. La jeune fille remarque qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et lui demande de lui apporter un verre de limonade. Se retournant, Mia fait un clin d'œil enjoué à Célina, mais la jeune fille ne comprend pas pourquoi elle fait cela. Aiden tend un verre à la marquise. La jeune fille remue la main sans s'en apercevoir et de la limonade se renverse sur sa robe. Mia se met à crier avec colère sur le domestique, affirmant qu'il a abîmé sa robe coûteuse. Le jeune homme demande humblement pardon. La jeune fille déclare avec fureur que si cet homme a pu vivre aussi longtemps, c'est uniquement grâce à Célina, et qu'il doit donc accomplir sa tâche sans faute. Célina observe la scène, pétrifiée, incapable de prononcer un mot. Mia frappe le jeune homme à l'épaule avec un éventail et lui ordonne de faire ce qu'il doit. Se souvenant des frasques passées des deux méchants, Aiden réalise qu'en guise de punition, il doit s'agenouiller, comprenant qu'il n'a pas le choix. Le jeune homme s'agenouille et demande pardon pour son erreur. Soudain, une main saisit le jeune homme par l'épaule, l'empêchant de s'agenouiller. Se retournant, l'homme voit que Madame Célina essaie de le soulever. Le public reste figé d'étonnement. Mia n'en croit pas ses yeux. Célina dit à Mia que ses oreilles lui font mal à cause des grossièretés de la fille. La duchesse explique qu'aujourd'hui a lieu le mariage de son frère,
le fils aîné de la famille Howitt, et que la marquise, pour une raison qui lui est inconnue, fait des histoires. Mademoiselle Rachel tente de se justifier en disant que dans cette situation, c'est elle la victime. Le jeune homme a renversé de la limonade sur sa robe. Selina affirme calmement qu'elle a vu ce qui s'est passé, qu'Aiden n'est coupable de rien et que Mia a tout mis en scène intentionnellement. La duchesse suggère d'écouter l'avis des autres dames si la marquise insiste sur le sien. Soudain, toutes les filles confirment les dires de Selina. Mia se retrouve complètement seule. La marquise se précipite vers la duchesse et la supplie de se souvenir qu'Aiden n'a toujours été qu'un jouet pour elle. Mia est surprise de constater que ce que fait Selina maintenant ne lui ressemble pas du tout. La duchesse, avec une froide indifférence, fait remarquer qu'elle ne voit aucune nécessité d'adopter un comportement aussi démonstratif. La jeune fille repousse violemment la main de la marquise et déclare qu'à partir de cet instant, elles ne sont plus amies. Lucas s'approche et remarque poliment que la dame n'a pas l'air en forme et qu'ils devraient retourner dans leurs appartements. Selina admet qu'elle aurait vraiment aimé assister au mariage de son frère, mais qu'elle était vraiment fatiguée. Lucas tend poliment la main à la jeune fille et lui propose de la raccompagner chez elle. Passant près d'Aiden, qui était resté silencieux tout ce temps, la dame lui dit de les suivre. La jeune fille lui tend la main et lui demande pourquoi il est encore debout. Le jeune homme regarda sa maîtresse avec appréhension. La façon dont elle lui tendit la main lui rappela leur première rencontre. Aiden comprend que, quoi qu'il arrive, elle restera à jamais sa maîtresse et qu'il sera son fidèle serviteur. Selina réprimande le jeune homme pour ne pas s'être agenouillé, suivant l'exemple de quelqu'un d'autre. Soudain, la duchesse se retourne et déclare à haute voix que la robe ridicule et provocante de Mia lui donne l'air d'une mandarine. Un instant plus tard, tous ceux qui les entourent se mettent à rire de la marquise, qui reste complètement seule, enragée. La jeune fille est furieuse et n'arrive pas à croire que la relation qu'elle a si soigneusement construite avec la duchesse soit en train de s'effondrer. Le marquis, le père de la jeune fille, se tient légèrement à l'écart et observe silencieusement toute la scène. Monsieur Rachapelle annonce à ses domestiques qu'il est temps de rentrer à la maison. La marquise Mia rentrera elle-même. Cette nuit-là, Selina fait à nouveau un étrange rêve à propos du véritable propriétaire du corps. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Selina fond en larmes maintenant, elle qui était si cruelle auparavant. Selina crie toujours quelque chose en dormant, mais la fillette n'entend pas sa voix. Erin demande à Selina d'attendre encore un peu et que tout sera fini. Elle a fait de son mieux pour remettre de l'ordre dans sa vie, mais ce corps n'arrive pas à se calmer. Peut-être que la paix ne reviendra pour tout le monde que lorsque Erin suivra Selina. La jeune fille, épuisée, enfouit son visage dans son oreiller. Ses rêves sont incroyablement épuisants. Le matin, Selina sort dans le jardin et est surprise de constater que l'été arrive, alors que lorsqu'elle est arrivée ici, c'était le printemps. Lord Lucas annonce que, si la dame a terminé ses préparatifs, ils peuvent partir. Il remarque avec inquiétude que la jeune fille est très pâle. Selina explique cela par un mauvais rêve qu'elle a fait la nuit dernière. La bonne et Aiden se demandent s'ils sont sûrs de ne pas devoir accompagner leur maîtresse lors de ce voyage. Selina se souvient que, grâce à l'inquiétude de ses parents, il a été décidé que Lucas l'accompagnerait. Aiden est contrarié de ne pas pouvoir accompagner la dame et lui demande de prendre soin d'elle-même. Lucas s'approche du jeune homme et lui demande de dire au duc que lui et la dame seront de retour avant la nuit. S'approchant d'Aiden, le Seigneur dit que le jeune homme est comme un livre ouvert, et que s'il ne veut pas que tout le monde autour de lui le sache, il devrait contrôler ses émotions. Lucas conseille au jeune homme d'être prudent, pour l'honneur de sa maîtresse et pour son propre bien. Dans la calèche, Selina remarque que le chevalier a une expression étrange. On ne sait pas s'il est heureux ou s'il ne se sent pas bien. Lucas répond étrangement que quelqu'un l'irrite, mais que son propre comportement l'irrite encore plus. Selina, décidant de ne pas s'en mêler, affirme que tout finira par s'arranger et que Lucas, malgré tout, reste une bonne personne. Soudain, une pierre tombe sous la roue de la calèche. La jeune fille est projetée sur le siège,
et heurte le sol de manière assez bruyante. Lucas demande une fois de plus, inquiet, si tout va bien pour la jeune fille. Selina remarque que presque à chaque fois qu'ils se rencontrent, le Seigneur pose cette question. Le chevalier répond en riant qu'à chaque fois qu'ils se rencontrent, la jeune fille ne se sent vraiment pas bien. Au milieu de la foule, Selina est complètement perdue. Lucas la prend dans ses bras et lui demande de reprendre ses esprits. Voyant que la jeune fille est dans un état critique, l'homme décide de l'emmener d'urgence dans un endroit plus calme. La duchesse reprend peu à peu ses esprits et se dit que, dans une foule d'inconnus, elle se sent assez mal. Lucas pose un mouchoir humide sur le visage de Selina et explique que c'est pour cela qu'il s'enquiert de son bien-être à chaque fois qu'ils se rencontrent. La jeune fille confie au Seigneur que, depuis peu, il l'appelle simplement par son nom et a cessé de lui témoigner du respect. Lucas, le personnage du roman, a toujours impressionné par ses manières parfaites. Mais pour une raison inconnue, il se montre de plus en plus familier avec Selina. Selina réalise soudain que Lord Lucas essaie manifestement de se lier d'amitié avec elle. L'homme est gêné, mais finit par admettre qu'il n'y a pas lieu d'essayer de devenir amis. La duchesse souhaite trouver un endroit calme et isolé, adapté à ses projets. Marchant tranquillement, la jeune fille remarque une haute tour qui se dresse un peu au loin. Lucas affirme que c'est la seule tour d'horloge du duché, mais il refuse de la laisser y monter. Selina déclare d'un ton indifférent qu'elle n'en avait pas l'intention et qu'elle ne pense plus à aucune bêtise. Le seigneur remarque que la jeune fille mange assez souvent de la nourriture du peuple, et cela l'inquiète. La jeune fille pense qu'avant, elle n'avait même pas le choix. Elle mangeait tout ce qu'on lui donnait. Soudain, derrière la place où marchaient des jeunes, des cris d'insultes ont retenti. Un homme crie après un garçon qui a griffé sa calèche et le menace avec une canne. Lucas constate avec agacement que partout où il va, des affrontements ont lieu et suggère à la duchesse de partir avant que davantage de personnes ne se rassemblent. La jeune fille n'écoute pas le seigneur et lui demande s'il la défendra si cet homme la menace avec sa canne. Le chevalier assure Selina de sa protection, mais se rendant compte qu'elle prépare quelque chose, il tente de l'arrêter. La jeune fille n'arrive pas à croire qu'elle ait été témoin d'une scène aussi terrible, qui lui a rappelé le passé. Selina se souvient de sa première rencontre avec Aidan et réalise qu'elle ne peut tout simplement pas rester loin de lui. Devant la duchesse se tient un jeune homme, si fier, mais sans défense. Selina prend la défense du garçon et exhorte l'homme à s'arrêter. Le cocher lui demande brusquement qui elle est et lui ordonne de se mêler de ses affaires. Soudain, Lucas s'approche du cocher et lui conseille de surveiller son langage. L'homme, après avoir évalué l'apparence des jeunes gens, comprend qu'il s'agit d'aristocrates et se justifie en disant qu'il voulait simplement leur donner une leçon. Le cocher dit que les aristocrates doivent punir les erreurs. Sinon, qu'adviendra-t-il de la moralité de la société ? Les personnes présentes commencent à murmurer que le cocher lui-même conduisait à grande vitesse et a failli renverser le garçon. Soudain, Selina, qui était restée silencieuse tout ce temps, arrache la canne des mains de l'homme. Folle de rage, la jeune fille frappe la canne avec son genou de toutes ses forces et la casse en deux. Personne ne s'attendait à une telle réaction de la part de la duchesse. Le cocher et Lucas observèrent ces agissements avec stupéfaction. Soudain, l'homme s'en prend à la jeune fille avec rage, criant que Selina est une fille indécente et ne peut pas être aristocrate, menaçant d'appeler les gardes. La jeune fille acquiesce calmement et déclare qu'elle dira aux gardes que l'homme l'a frappée au genou avec une canne. La duchesse explique que le cocher voulait lui aussi rejeter la faute sur le garçon et qu'elle fera tout simplement la même chose à son égard. Soudain, Sir Lucas se met à rire de façon incontrôlable, si fort que des larmes lui montent aux yeux. Les personnes présentes commencèrent à s'indigner. Le cocher conduisait comme un fou. Il a failli renverser un enfant et tout le monde l'a vu. La foule crie qu'elle se rangera du côté de Selina et confirme ses propos aux gardes. Le seigneur, essuyant ses larmes, demande ironiquement au cocher s'il va appeler les gardes. L'homme a peur de contacter Lucas, prétexte avoir une affaire urgente et s'empresse de s'éloigner d'eux. Selina s'assoit en face du garçon et lui explique doucement que ce monde est plein de gens étranges et qu'il doit faire attention. Le seigneur qui s'approche déclare que la jeune fille elle-même est la plus étrange pour le moment
Il est temps pour eux de partir. Les jeunes gens marchent sur le trottoir et Lucas remarque que la jupe de la duchesse est déchirée et qu'elle boite visiblement. Le chevalier demande avec inquiétude à la dame si elle a mal au genou et lui fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû faire cela. La jeune fille admet qu'elle n'avait initialement aucune intention de casser la canne, mais qu'elle s'est laissée emporter et n'a plus pu s'arrêter. La jeune fille demande à son compagnon de choisir le chemin le plus court, car elle veut vraiment rentrer chez elle. L'homme regarde Célina et comprend qu'il devrait vraiment se dépêcher. La jeune fille tient à peine debout. Lucas entend un bruit derrière lui et dit à Célina qu'ils rentreront à la maison dès qu'il se sera débarrassé des rats. Se retournant, Célina aperçoit une bande de bandits qui ont manifestement décidé de profiter de la situation aux dépens d'autrui. La jeune fille est terrifiée et ne se souvient plus si une chose pareille s'est produite dans le roman ou non. Lucas dit à la duchesse de se tenir derrière lui et promet qu'il va tout arranger. Le seigneur tend aux voleurs un sac d'argent et leur dit que si cela suffit, ils peuvent se séparer en bons termes. La bande de bandits se met à rire, et l'un d'eux déclare que l'argent seul ne suffira pas. Lucas, dont la colère monte progressivement, demande ce dont ils ont encore besoin. Un membre du gang affirme avoir reçu pour mission d'attraper une fille très impolie et de lui donner une leçon. Célina comprend immédiatement de qui il parle. Le cocher s'avère être un lâche encore plus grand qu'elle ne le pensait. Le chevalier comprenait lui aussi de qui il parlait, et si les voleurs ne tenaient pas à leur propre peau, il était prêt à leur donner une leçon. Lucas dégaine une énorme épée et déclare que personne ne peut enlever la dame qui est sous sa protection. Célina observe le visage du seigneur lorsqu'il ne joue pas, mais qu'il est vraiment sérieux. Il a l'air complètement différent. Soudain, la jeune fille supplie de ne pas commettre de massacre, car si ses parents l'apprennent, ils lui interdiront de sortir de la maison. Le seigneur, reconnaissant que la jeune fille avait raison, dit aux bandits qu'ils avaient eu énormément de chance et que la dame leur avait sauvé la vie. L'un des voleurs ordonne aux autres d'arrêter de trembler de peur et d'attaquer. Une foule en colère, brandissant des armes, court vers les jeunes. Lucas serre Célina fort dans ses bras et lui demande de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, mais de s'accrocher à lui. La duchesse ferme les yeux de peur, et le seigneur repousse facilement toutes les attaques d'une seule main. Lucas, avec un sourire suffisant, dit à la jeune fille de le serrer aussi fort que possible et de ne pas le lâcher. Les voleurs s'excitent et attaquent le couple dans la foule, espérant les prendre par la quantité plutôt que par la qualité. Pendant ce temps, dans le château, Jane poursuit la souris et finit par la tuer d'un coup de pelle. Aiden tend un sac à la servante et lui dit d'y mettre la souris et qu'il emportera le sac hors du château. En traversant le jardin, le jeune homme cherche un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Après avoir déposé la malheureuse souris au sol, Aiden veut tester le pouvoir de son don. Au bout d'un moment, le rongeur reprend vie et tourne la tête de gauche à droite, visiblement confus. Aiden se rend compte qu'il connaît encore peu de choses sur la magie de guérison et souhaite apprendre à maîtriser ses pouvoirs à l'avenir. Mais alors, le jeune homme se souvient des paroles de Lucas, selon lesquelles il n'est qu'un serviteur qui ne connaît pas sa place. L'homme comprend qu'il doit se ressaisir. La femme ne doit rien savoir de ses sentiments. Aiden se fiche de ce que le monde dit de lui. Mais si Célina le regarde avec dédain, il ne le supportera pas. Célina s'agrippe frénétiquement aux vêtements du seigneur et pense qu'il n'est pas facile de s'y accrocher sans le gêner. La jeune fille est surprise de constater que malgré l'intensité du combat, Lucas n'a même pas perdu son souffle. C'est ça, être un chevalier de génie. Le seigneur, tenant la duchesse dans ses bras, l'informe que tout est terminé et qu'elle peut se détendre. L'homme écarte délicatement les cheveux du visage de la jeune fille et lui demande de le prévenir si elle se sent à nouveau mal. Lucas suggère à Célina de trouver un endroit tranquille. Mais à ce moment-là, le dernier des bandits attaque le seigneur par derrière. Le chevalier assène un coup fulgurant et ne peut être pris au dépourvu par une attaque aussi primitive. Célina se sent vraiment mal et demande à Lucas de revenir au plus vite. Le couple n'a même pas le temps de faire 2 pas que la jambe blessée de la duchesse se tord et que la jeune fille tombe. Lucas se précipite vers Célina,
craignant que malgré sa protection, la jeune fille n'ait été blessée lors de l'échauffourée. Aiden aide au jardin à cueillir des fleurs pour les bouquets et s'inquiète de la nuit qui va bientôt tomber. Entendant le bruit d'une calèche qui approchait, l'homme se précipite vers l'allée, aussi vite qu'il le peut. Voyant arriver la calèche, le jeune homme est contrarié de constater qu'il ne s'agit pas de celle de Célina et se demande qui est arrivé. Un homme à l'allure très présentable sort de la calèche, suivi d'un domestique. Aiden regarde l'invité avec surprise. La broche en argent, les vêtements couleur indigo, tout cela lui semble très familier. Un des valets raconte au jeune homme qu'un magicien est arrivé dans leur château et qu'il semble appartenir au département impérial de magie. Le majordome salue Monsieur Hallogen et l'informe que le duc l'attend. En passant devant les serviteurs, l'homme les observe et remarque une lueur magique autour de l'un d'eux. Le valet explique à Aiden que chaque année, des gens viennent au château pour présenter de nouvelles technologies magiques, mais que c'est la première fois qu'un mage en personne vient. M. Hallogen descend le couloir en repensant au jeune homme intéressant qu'il a remarqué. Celui-ci a dû déjà déceler son potentiel. Lucas s'étonne que la duchesse ait cassé sa canne il y a longtemps, mais que sa jambe ne lui fasse mal que maintenant. Célina répond, embarrassée, qu'elle s'est cassé non seulement sa canne, mais aussi le genou. Soudain, la duchesse décide d'évaluer l'étendue de l'ecchymose et relève sa jupe au-dessus du genou. Lucas est horrifié et crie que Célina est une aristocrate. Un tel comportement est tout simplement inacceptable. La jeune fille demande calmement de ne pas faire attention. Elle avait juste besoin d'évaluer l'état de son genou. Le genou de la jeune fille était très enflé et un énorme hématome rouge et bleu s'était formé. Lucas constate que le genou est dans un état lamentable. Il aurait dû commencer à faire mal depuis longtemps, ce qui signifie que la jeune fille a enduré des douleurs tout ce temps. Soudain, une voix agréable se fait entendre près des jeunes gens, demandant pardon pour les avoir dérangés. Le jeune homme explique avoir entendu parler de la blessure de la jeune fille et avoir pensé pouvoir l'aider. Célina observe le jeune homme avec intérêt. Il est si pâle et si sombre qu'il ressemble à un vampire. Le jeune homme se présente, dit s'appeler Yann et être prêtre. Soudain, Célina déclare que si le prêtre peut l'aider, elle lui en sera reconnaissante. Le jeune homme pose ses mains sur le genou blessé de la jeune fille et commence à réciter des incantations. Une mystérieuse lumière magique apparaît sous les paumes du prêtre. Au bout de quelques minutes, le jeune homme retire ses mains des jambes de la duchesse et il ne reste plus aucune trace de l'ecchymose. Les jeunes hommes sont tellement stupéfaits par ce qu'ils voient qu'ils restent muets et fixent le genou de la jeune fille. Assise dans la calèche, Célina se souvient des paroles du prêtre lorsqu'ils ont commencé à parler après son traitement. Yann a vu comment la jeune fille a pris la défense de l'enfant. Il a dit que sa détermination à protéger les faibles et sa gentillesse l'avaient motivé à poursuivre ses études. Lucas observe Célina d'un air pensif. Il ne comprend pas pourquoi la jeune fille a tant changé, car avant, tout le monde la traitait de monstre indifférent. La duchesse présente maintenant ses excuses pour ses erreurs et prend en compte les sentiments des autres. Maintenant que la jeune fille aide les faibles, une personne peut-elle vraiment changer autant en un instant? Le Seigneur pense qu'une autre âme a pris possession de la jeune fille, sinon il ne pourrait expliquer tous ces changements. Mais le changement le plus inquiétant, c'est que Célina a toujours un regard complètement vide. Remarquant la jeune fille qui fixe le clocher, Lucas est frappé par la réalisation que Célina veut mourir. Le Seigneur regarde pensivement par la fenêtre et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Célina de mourir. La nuit, Aiden se tourne et se retourne dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Le jeune homme est assailli de pensées perturbantes. Le jeune homme se souvient que l'emblème du mage est une broche en argent et que leur uniforme est indigo. Les mages de l'Empire jouissent d'un respect indéniable auprès du peuple. Ils sont appelés seigneurs et considérés comme de véritables aristocrates. L'homme se demande ce qu'il dirait de quelqu'un comme lui. Ils ont probablement une attitude différente envers les gens du peuple. Aiden regarde par la fenêtre, remarque la lune dans le ciel
et pense que la puissance du mana dépend de sa phase. Le jeune homme ne comprend absolument pas où et pourquoi il a reçu ce pouvoir magique. Même des décennies plus tard, Lucas n'arrive toujours pas à oublier ce terrible coucher de soleil. Lord a grandi dans une famille ordinaire mais très heureuse, avec des parents attentionnés. Le garçon aimait beaucoup sa mère, mais malheureusement, elle était très malade. Lucas a grandi dans une famille d'aristocrates déchus. Son père dissimulait sa situation et partait travailler tous les jours à l'aube. Le garçon a enduré, peu importe le froid ou la faim. Le seul rêve de Lucas était que sa mère ne meure pas de maladie et ne le laisse pas seul. Sa mère l'a pris dans son lit et a promis d'essayer de guérir. Le garçon apprit rapidement la réalité du monde. Il apprit que sa famille était appauvrie parce que sa tante avait volé tous leurs biens. Si la famille de Lucas avait eu de l'argent, sa mère aurait pu être guérie. Le père du garçon s'est porté volontaire pour rejoindre l'équipe de chasseurs de monstres de son oncle Hunter. La mère du garçon tenta de dissuader son mari de s'engager dans un service aussi dangereux. Mais l'homme expliqua que s'il partait au combat, le comte prendrait en charge les frais de traitement. Le père promet à son fils qu'il reviendra bientôt, et le garçon doit prendre soin de sa mère. Mais au bout de 3 mois, personne ne voulant l'aider pour le traitement, le garçon, désespéré, a frappé à la porte de sa tante pour lui demander de l'aide. Ouvrant légèrement la porte, la tante jeta un sac d'argent à Lucas et le menaça de lui casser les bras s'il frappait à nouveau à leur porte. Le garçon, les larmes aux yeux, ramassa les quelques pièces misérables et essaya de ne pas penser à ce qu'il ferait ensuite. Lucas réalise soudain que le soleil se couche déjà et qu'il doit encore se rendre à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on lui a claqué la porte au nez en lui disant qu'il n'avait pas assez d'argent. Lucas se dirige lentement vers la maison, pensant que personne ne veut les aider, mais qu'il se doit d'agir. Lorsqu'il est allé voir sa mère, le garçon s'est rendu compte que, sans médicaments, elle était devenue complètement faible et ne pouvait même plus parler. Soudain, la mère du garçon se met à cracher du sang violemment et après quelques instants, se tait pour toujours. Lucas, horrifié, persuade sa mère de se réveiller et de ne pas le laisser seul, car il a très peur. Ayant, on ne sait comment, enterré sa mère, le garçon resta assis immobile à son chevet pendant plusieurs jours. Quelques jours plus tard, la porte s'ouvrit et son père entra dans la pièce. Le garçon se jeta dans ses bras, soulagé. Après avoir pleuré pendant des heures sur l'épaule de son père, le garçon veut lui prendre la main, mais il réalise qu'au lieu d'un membre, son père a une manche vide. C'est à partir de ce jour que Lucas a décidé que, quoi qu'il arrive, il survivrait dans ce putain de monde. Le duc Howitt devint un soutien indéfectible pour le garçon, en remerciement du sacrifice de la main du père de Lucas, qui lui avait sauvé la vie. Lucas ne faisait plus confiance aux gens et commença à se cacher derrière un masque pour se protéger de ce monde cruel. Mais seul l'homme pouvait prêter allégeance de tout son cœur à la famille Howitt. Aaron entre dans la chambre de Lucas avec une bouteille de vin et explique qu'il n'a pas pu passer son chemin en voyant la lumière dans ses appartements. Aaron rit et dit qu'il est important d'avoir un ami qui soit prêt à prendre un verre avec lui à tout moment. Lucas se lève et confie pensivement à son ami qu'il n'arrête pas de penser à Selina. Aaron dit tristement que sa sœur semble insouciante, qu'elle mange, dort, se promène, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'elle pourrait disparaître du jour au lendemain. Le jeune duc admet qu'il souhaite voir sa sœur la tête haute, mais il n'a aucune idée de ce qu'il peut faire pour que cela se produise. Lucas s'approche de son ami, pose la main sur son épaule et lui demande s'il connaît un prêtre nommé Yann. Après avoir entendu le récit des événements du jour, Aaron s'exclame avec enthousiasme qu'avec son aide, ils pourront panser la plaie dans le cœur de Selina. Mais Lucas n'est pas aussi optimiste. Il ne comprend pas pourquoi les gens ne connaissent pas l'existence de ce prêtre au pouvoir de guérison. Soudain, le Seigneur aperçoit Aiden, debout dans le jardin, depuis le balcon, contemplant silencieusement la lune. Lucas songe au fait que les occupants du manoir ont été frappés d'insomnie la nuit dernière. Remarquant le regard de Lucas, Aiden s'incline respectueusement. Le chevalier, tentant de rattraper Aiden qui s'éloigne, saute adroitement du balcon dans le jardin. Lucas annonce aux serviteurs que lui et Aaron s'absenteront quelques jours et ordonne au jeune homme de veiller à ce qu'il n'arrive rien à la maîtresse. Aiden assure au Seigneur qu'il n'a rien à craindre. En tant que serviteur de sa maîtresse,
il pense toujours à sa sécurité. Sir Luca dit avec un sourire qu'il apprend souvent, ces derniers temps, à connaître le jeune homme sous un jour inattendu. Saisissant le serviteur par la main, le chevalier le menace. Si la dame veut aller quelque part, le jeune homme est obligé de l'en empêcher. Lucas ajoute qu'il vaut mieux ne laisser la duchesse aller nulle part, quelles que soient les circonstances, et surtout pas près de la tour de l'horloge. Aiden retire brusquement sa main et insiste sur le fait qu'il comprend. Le lendemain matin, Aaron dit au revoir à sa sœur et lui demande de prendre soin de sa santé. Selina pense avec nostalgie que c'est la dernière fois qu'elle verra son frère, qu'il aimera sincèrement jusqu'à la fin. La sœur prend doucement les mains de son frère, essayant de s'assurer qu'il ne remarque pas ses véritables sentiments, qu'il ne remarque pas qu'elle lui dit vraiment au revoir. Soudain, Lucas saisit effrontément la main de Selina et lui dit qu'ils doivent partir. La jeune fille demande à l'homme de veiller sur son frère et fait également ses adieux au Seigneur en silence. Soudain, Aaron, submergé par des émotions incompréhensibles, rompt la poignée de main des jeunes gens. L'homme saisit Lucas par le bras, le traîne vers la calèche et déclare qu'il est grand temps pour eux de partir. Lord Lucas lance un regard menaçant à Aiden, espérant que le jeune homme tiendra toutes ses promesses nocturnes. Dans la calèche, Aaron explose, la réprimandant que même lui, en tant que frère, n'oserait pas prendre les mains de Selina avec une telle impudence. Lucas rit, comprenant les sentiments de son ami, mais il ajoute que tôt ou tard viendra le moment où sa sœur sera tenue dans les mains d'inconnus. Le Seigneur dit pensivement qu'il est tout à fait possible que ce soit lui. Tentant de taquiner Aaron, Lucas lui fait remarquer que quel que soit l'heureux élu, il devra surmonter un obstacle de taille. Avant de perdre la mémoire, Selina était très attirée par Lord Lucas. Mais à ce moment-là, la jeune fille n'intéressait pas du tout l'homme lui-même. La façon dont Selina a changé après la tragédie a en quelque sorte affecté Lucas et l'a amené à revoir son opinion à son sujet. Aaron affirme sérieusement que même s'il est prêt à donner sa vie pour son frère d'armes, il ne lui livrera pas Selina. Le jeune duc connaît la colère et la solitude qui ronge Lucas de l'intérieur. Et Selina a besoin d'un homme calme qui la fasse sourire. Lucas lui-même a besoin d'une fille capable de penser ses blessures émotionnelles. Assise à table, Selina trie une montagne d'invitations arrivées après le mariage de son frère. Lady Jonas a envoyé une invitation pour une soirée dans la roseraie. La jeune fille demande à Aiden, perplexe, de quoi il s'agit. Le jeune homme explique qu'il s'agit d'un goûter qui a lieu en été, au moment même où les roses sont en fleurs. Selina dit pensivement que cela semble assez intéressant. Au bout d'un moment, la duchesse annonce à Aiden, qui vient d'entrer, qu'ils vont tous les deux à la soirée des roses.